Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Bonjour la cryptosphère. Bon, aujourd'hui il faut qu'on se parle. Oui, ok, j'ai toujours quelque chose à dire, mais d'abord, on va commencer par le Fear and Greed Index. Ok les gars? Alors, du côté crypto, on est à 64, toujours dans la zone de greed. Et du côté des marchés US, on est toujours dans la zone de peur à 34. Bon, pas de grands changements ni d'un côté ni de l'autre, il s'est rien passé, il n'y a plus qu'à patienter. Avant de passer à mon petit passage philosophique, je voudrais vous présenter le Crypto Daily qui a enfin sa chaîne YouTube. Depuis décembre, mais moi je l'avais pas découverte. Je savais qu'il faisait beaucoup de podcasts, mais pas encore sur YouTube. Mais c'est enfin chose faite. Et je me suis permise aujourd'hui de l'intégrer dans le Zap Crypto. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Vous allez pouvoir découvrir un petit passage de l'interview de Daniel, un enseignant chez Alira. Alira qui est la première école 100% blockchain en France. J'avais déjà fait une petite vidéo il y a 6 mois. J'adore la miniature. Vraiment, elle est trop belle. Enfin bref, c'est pas le sujet. Je vous recommande vivement d'écouter cette interview du début à la fin. C'est une petite pépite. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'il a dit, sinon on en aurait pour 1 heure. Mais je le rejoins sur beaucoup de points, voire tous les points, à vrai dire. Et je vais me permettre de rebondir sur une de ses phrases. On ne vit pas de l'écosystème, on le fait vivre. Alors ça tombe bien, c'est le sujet du moment, la régulation, ces fameux projets de loi où on va nous interdire de parler, blablabla. Alors j'ai moi-même vu passer la pétition de Asher, enfin la lettre ouverte, pardon. Je vais pas vous mentir, je l'ai pas signée. Alors déjà d'une, parce que je pense qu'on occulte le vrai fond du problème avec ce genre de choses. Et en même temps, vu que c'est des politiciens qui nous volent toute la journée, qui essayent de nous faire comprendre qu'il faut pas voler les autres, forcément on survole le problème, hein, évidemment. Mais je pense que c'est ça qu'il faut rappeler de base. On ne fait pas son argent sur le malheur des autres. Et je crois quand même qu'il y a une bonne partie de notre écosystème qui a tendance à l'oublier. Alors, désolé aux créateurs de contenu qui m'écoutent et qui vont peut-être se sentir visés. Mais alors, entre ceux qui nous font des chaînes YouTube, où apparemment ce sont des pros du trading, des pros de l'investissement, et que j'entends derrière, moi si je peux plus parler de ça ou de ça, que je peux plus me faire sponsoriser, je ferai plus de vidéos parce que ça me prend du temps. Mais attends, je comprends pas, t'es pas riche avec ton trading? T'es pas riche avec tes investissements? Ceux qui du jour au lendemain disent qu'ils ne font que la promotion de super projet alors qu'on sait, que non. Enfin, je pense qu'il faut grandir à un moment donné, et cette phrase « on ne vit pas de l'écosystème, on le fait vivre », c'est le point central. Alors, bien sûr que tout travail mérite salaire, mais ne jouons pas les politicards. Pourquoi on fait croire aux gens qu'on est indispensable pour les flouer derrière? C'est faux, personne n'est venu toquer chez nous. S'il te plaît, fais des vidéos, j'ai besoin de toi. La réalité, elle est là. Donc, évidemment que ça serait plaisant de pouvoir vivre de son travail. Mais entre vivre de son travail et vivre d'arnaque, il y a quand même un pont qui est assez grand. Moi, par exemple, j'adorerais avoir un partenariat avec un bon projet. Et j'en ai reçu plein des partenariats. Mais je vais pas faire des partenariats à la con. Tout ça parce que j'ai envie de pouvoir me tirer un salaire à la fin du mois. Non, je fais comme tout le monde. Je vais me chercher un travail dans la vie, entre guillemets, réelle. Je bouge mon cul, et le jour où j'aurai une entreprise, par exemple, entreprise entre guillemets là, Alira par exemple, qui serait prêt à devenir le sponsor officiel de Zap Crypto, mais là j'en serai la plus heureuse. Mais il faut faire ses preuves et ne pas balancer sa chaîne comme ça et devenir le télématin de YouTube. Enfin, je sais pas, à un moment donné, faut se regarder dans un miroir quand même. Évidemment que de toute façon cette régulation, c'est de la merde. Parce que la réalité, c'est que oui, tous ceux qui sont déjà à l'étranger, dans tous les cas, ça les arrêtera pas. Mais en même temps, le vrai fond du problème, c'est que non, on ne fait pas son fric sur les dos des autres. Voilà, je suis désolée, ou peut-être que je vis pas dans le même monde que les autres, mais voilà. Enfin bref, je vous recommande vivement, vraiment vivement, d'aller écouter Daniel. Et malgré ce petit coup de gueule, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Zap Crypto. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Et oui, je sais, vous frétillez d'impatience. Allez, installez-vous confortablement, votre Zap va commencer. Je vous souhaite à tous une excellente vidéo, ainsi qu'une excellente semaine. On se retrouve demain pour un nouveau Zap. C'était Zap Crypto.
Les amis, première news qui fait déjà très plaisir, 1200 banques allemandes qui pourront proposer du Bitcoin à leurs clients. On nous dit que grâce à la nouvelle plateforme de la Deutsche Wertpapierservicebank, on va l'appeler la DWP Bank, les 1200 banques allemandes pour qui la société propose ses services pourront permettre à leurs clients particuliers d'investir dans le Bitcoin. Dis ça, c'est pas énorme. Les services de garde de ce nouveau produit seront assurés par la Tangani, une société régulée par la BaFin, le gendarme financier allemand. Donc tout est bien dans les règles et ça fait plaisir. Parmi les premières banques à s'être manifestées, on peut citer la MLP Banking AG, une société cotée en bourse, rien que ça, avec son responsable de traitement qui nous dit « En coopération avec la DWP Bank, nous aimerions proposer à nos clients de négocier des crypto-monnaies à l'avenir. Il s'agit d'un complément logique à l'offre de gestion de patrimoine existant depuis notre portail client. » Donc en gros, les clients, ils demandent du Bitcoin. Bon, on va leur proposer du Bitcoin, en gros. Et donc, par ailleurs, la DZ Bank, la deuxième plus grande banque d'Allemagne, s'est déjà ouverte aux cryptos à destination, au Bitcoin surtout, à destination des investisseurs institutionnels et aurait également manifesté son intérêt pour élargir son offre aux particuliers d'ici la fin de l'année. Cela se ferait par le biais des 800 établissements Volksbank qu'elle gère dans le pays. Mais c'est énorme tout ça. D'autre part, le Bitcoin n'est que la première étape de la plateforme WPNext de la Deutsche Wertpapierservicebank. En effet, selon Heiko Beck, le PDG de la WP Bank, dans les crypto-monnaies, différents actifs tokenisés devraient être proposés à l'avenir. Donc ça, c'est vraiment top. Je pense que ça sera l'ETH et puis le reste. Alors que les crypto-monnaies détenues pendant plus d'un an ne sont pas taxées en Allemagne. Déjà, tu vois, tu as envie d'aller en Allemagne. Si tu as tes cryptos, que tu les as depuis plus d'un an, la plus-value n'est pas taxée. Voilà, bienvenue dans un pays crypto-friendly. Et maintenant, il est possible que cette offre permette d'embarquer de nouveaux utilisateurs dans l'écosystème. Voilà, une autre bonne petite grosse news. Pourquoi les gens achètent du Bitcoin? On est quand même passé de 16 000 $ à 29 000 $ en 3 mois. C'est super intéressant de comprendre pourquoi, histoire d'essayer de deviner si ça va continuer au niveau de la montée des prix. Alors pourquoi les gens achètent du Bitcoin? Parce qu'ils ont peur de dire où est-ce que notre argent est en sécurité ces temps-ci. C'est la question à 1000 points. Il y a des faillites bancaires, on voit ça aux États-Unis, mais franchement les banques en Europe se portent très très mal aussi. Le grand public prend conscience enfin qu'il y a cette réserve fractionnée et souvent même pas de réserve du tout et que les banques on se sent trahi. Je veux dire, on a l'impression qu'on confie notre argent aux banques pour qu'il soit en sécurité, disponible et qu'il puisse prospérer. Eh ben non, pas du tout. Il n'est pas en sécurité, il n'est pas disponible et il peut pas prospérer. Donc les gens se sentent floués et perdent confiance petit à petit dans les banques. Surtout quand on voit des banques qui ferment et certaines ne rendront pas l'argent à leurs clients. Et puis alors, troisième raison, l'imprimante qui fait brrr, c'est-à-dire l'imprimante à billets. Les banques centrales de quasiment tous les gouvernements du monde impriment comme des malades et c'est exponentiel, c'est de pire en pire. Donc ça, c'est hyper intéressant, c'est qu'à chaque fois, c'est vrai, quand on parle du Bitcoin, on parle beaucoup des États-Unis, on parle beaucoup du Nigeria en Afrique, parce que c'est l'un des pays qui utilise le plus le Bitcoin, mais on parle rarement de l'Inde, alors que c'est le pays qui a le plus d'utilisateurs crypto, 150 millions, un truc comme ça. En gros, c'est 50% des utilisateurs, ils sont en Inde. Donc c'est assez incroyable. Aux États-Unis, 29 millions. En Russie, c'est assez impressionnant quand même. Ça, je savais pas. 10 millions. Au Japon, 4,4. Donc assez intéressant l'Inde, comme petit à petit. Et ensuite, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé, c'est le Google Trend. Et on voit que le Google Trend, donc là j'ai mis Bitcoin dans le monde entier sur 5 ans. Bien évidemment, à chaque fois qu'il y a un rebond du Bitcoin, le Google Trend augmente. Là, on voit que bizarrement, depuis la fin de l'année en tout cas, on a un léger rebond. C'est pas encore ultra significatif. On espère un rebond de ce type-là, voilà, qui explose vraiment beaucoup plus haut. Mais souvent, il est corrélé au cours du Bitcoin. Et là, on voit qu'il est en train de tout doucement un peu repartir. Intéressant. Je voulais maintenant vous parler de quelque chose qui m'a bien fait rire. C'est le crâne de Satoshi. Regardez cette image. Ça nous vient de Greenpeace. Greenpeace, ils ont publié ça. Regardez, Greenpeace USA, ça a été publié le 23 mars en disant, voilà, le Bitcoin, ça pollue. On vient de faire toute cette démonstration, toute cette œuvre pour montrer à quel point le Bitcoin, ça pollue. On peut voir les centrales nucléaires, voilà, au-dessus du Bitcoin, les yeux de Satoshi, enfin, entre guillemets Satoshi. On voit bien le B du Bitcoin. Tout ça, ça a été produit avec des déchets électroniques comme ce que le Bitcoin produit. Et en fait, c'était du coup pour critiquer le Bitcoin. Mais au final, l'écosystème Bitcoin trouve cette image très stylée. Et tout le
monde reprend cette image en disant elle est juste géniale, cette image du Bitcoin avec les codeurs derrière, etc. Il y a des gens qui veulent se la faire tatouer, donc c'est assez drôle en fait que au final ça soit plutôt vu comme un bon buzz autour du Bitcoin. Et on a même l'artiste qui est derrière l'œuvre, Von Wang, qui vient de publier tout un thread en disant ouais, j'ai peut-être jugé trop rapidement le Bitcoin, et en fait il y a plein de choses intéressantes qui sont en train d'être réalisées autour du Bitcoin pour pouvoir produire du Bitcoin avec de l'énergie verte, etc. Donc même l'artiste qui est derrière, il se dit il y a quelque chose à jouer avec ce buzz. En résumé, dans ces dernières semaines, un fonds VC, il a appelé tout son portfolio, d'abord pour savoir s'il y avait des expositions à Silicon Valley Bank, Signature, Silvergate, et Crédit puis Suisse. Ouais. Non, alors ça c'était la première semaine. Voilà, deuxième semaine c'est by the way, qu'est-ce que tu as comme banque, et est-ce que vous avez bien diversifié vos avoirs dans plusieurs comptes. Et puis quand il y a le phénomène, il y a eu l'USDC et le DPEG, sur by the way, dans ta trésorerie, est-ce que tu as bien des fiat, et finalement un peu moins, voilà, est-ce que tu es impacté par l'USDC, et puis tout ça en quelques jours, en quelques semaines, et puis Crédit Suisse, et finalement by the way, est-ce que tu as gardé des bitcoins dans ta trésor, et combien, et comment, c'est quoi, et aujourd'hui un entrepreneur, voilà, il faut du Web3, et il faut qu'il puisse jouer avec... Oui, t'inquiète pas, Franck, j'allais toucher FTX. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais le gars qui a du cash aujourd'hui, c'est compliqué quand même pour savoir où le mettre. Voilà, donc... mais en même temps, c'est ce qu'il fait là, et c'est ce que je trouve très intéressant sur ta question, c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment sur Bitcoin. C'est probablement la valeur de refuge qui commence à reprendre des droits sur le reste de l'écosystème. Voilà. Et peut-être on parle trop de crypto-monnaie dans un ensemble, et aujourd'hui en fait il faut vraiment dissocier la valeur de Bitcoin du reste. Ça veut pas dire que moi je suis pas un Bitcoin maximaliste. Ethereum a plein de qualités, plutôt une sorte de software de contrat, et c'est très bien. Je les oppose pas, mais par contre il faut bien les segmenter et comprendre en fait ce qu'ils représentent. Oui, mais moi je suis là sur le long terme, je crois au projet. Ça, c'est des trucs que nous, on reconnaît à chaque fois, tu vois. C'est des trucs à chaque fois, sur des projets, j'y crois, et toutes ces conneries. Mais quand t'investis, en fait, tu t'en fous de croire en le projet, tu vois. Ouais. Tu évalues, en fait, tes risques. Et moi, tout de suite, je me suis dit, sur Stephen, il faut aller chercher, en fait, le ROI, quoi, le retour sur investissement. Il faut aller le chercher rapidement. On est sur un token qui peut certes monter, mais qui peut retomber tout aussi vite. Ouais. Et moi, ça me paraît évident, tu vois. Mais c'est à force de se prendre des claques, de se faire avoir, et plus t'es investi, comme tu dis, plus t'es investi, plus tu vas être amené à faire des erreurs. Même si tu vois un graphique baissier et horrible, si t'as tout dedans et que t'es à fond, tu verras rien. Tu verras ce que t'as envie de voir. Tu vas rester dedans. C'est un buy the dip et voilà. Un autre, quoi. Et tu vas t'engouffrer en fait là-dedans, tu vas cramer tout ton pognon pour au final une croyance ou un feeling de se dire tiens, ce projet va réussir, alors qu'au final en fait on s'en branle. Ouais. Tu vois, enfin. Ensuite, autre facteur, le storytelling sur les alts, ça c'est quand même assez fou, quoi, à chaque fois. Ouais, c'est quelque chose qu'on a beaucoup moins sur le Bitcoin. Ouais, de moins en moins, en tout cas. Voilà, toutes les histoires, et que ça va révolutionner le futur dans tous les domaines qu'on peut avoir dans les alts. Ouais. Et c'est ce qui vient vraiment, je trouve, nous faire oublier la partie investissement. Ouais. Et nous faire croire que cette fois c'est différent parce que c'est nouveau, parce que c'est l'NFT, parce que c'est le métaverse, parce que c'est je ne sais quelle peut-être future évolution magique, mais bon, aujourd'hui on n'en sait rien. Peu importe en plus, j'ai envie de dire, parce que ce soit vrai ou pas, on passera toujours par les mêmes types de comportements et de cycles en fait de marché, quoi. Mais ouais, pour moi c'est une des difficultés avec les alts, où il faut vraiment faire attention au marketing, la com et le narratif que ils sont là pour vendre, donc ils vont plus insister sur tout le storytelling qu'il va y avoir autour de leur projet. C'est quoi le problème des stablecoins, les problèmes les plus frappants?
Alors l'un des plus gros problèmes des stablecoins, alors ça joue pas forcément sur le fait que ça puisse le dépeg ou quoi, mais c'est le problème de la centralisation. En fait, la plupart des sociétés qui émettent des stablecoins sont centralisées dans le sens où c'est des entreprises uniques, toutes seules, qui émettent des stablecoins. Quand par exemple vous avez Tether qui émet du stablecoin USDT, c'est la société toute seule qui l'émet et qui doit donc jouer avec les audits qu'on attend, etc. Mais c'est une société seule qui les émet. C'est la même chose pour Circle, même si c'est un consortium, c'est 2 entreprises, Coinbase et Circle, qui l'émettent, mais il y a toujours cette entité juridique unique qui décide de l'émission et qui, en fait, empêche la transparence. Alors ça peut être un vrai problème, surtout dans les crypto-monnaies, puisque quand même, l'objectif ultime, c'est d'avoir des crypto-monnaies qui soient complètement décentralisées. Donc les stablecoins ont déjà ce petit problème en soi. Et si vous me dites, oui, mais c'est qu'une question de philosophie que d'être décentralisé, non. Il y a plusieurs désavantages à être centralisées, en fait. Et quand elles sont centralisées, en fait, elles peuvent se permettre de n'être pas aussi transparentes que ce qu'elles devraient l'être. Par exemple, on a toujours ce problème des audits, en fait, avec les stablecoins. C'est surtout l'USDT qui a eu ce problème-là pendant des années, en fait, avec un fiasco juridique pendant des années il a encore des casseroles en fait l'USDT et parce que justement on n'a pas eu ces audits de cabinets extérieurs qui vérifient bien qu'il y avait une réserve qui était équivalente au stablecoin qui avait été émis sur le marché. Et bien sûr, avec beaucoup d'ironie je dis ça, mais les stablecoins les plus populaires sont aussi les stablecoins les plus centralisés. Et donc quand c'est centralisé, en fait, ça implique, le problème que ça implique indirectement, c'est le problème de la confiance. C'est-à-dire qu'à défaut de nous donner des audits, parce qu'il faut savoir que les sociétés centralisées ne le font pas toutes, et ce matin je suis allée sur... Parce que nous, les particuliers, on ne vérifie pas tous. Je suis allée sur Tether pour vérifier les liquidités. Alors maintenant, évidemment, ils mettent des audits, etc. Tellement il y a eu des problèmes monstres pendant des années. Et on voit la réserve, en fait, qui est actualisée. Et donc, ça implique d'avoir confiance pour la société qui émet le stablecoin. Or, c'est quand on commence à faillir sur la confiance et quand on commence à perdre confiance dans une crypto-monnaie que, évidemment, qu'elle peut baisser. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu ce qui s'est passé dernièrement avec la Silicon Valley. Pour l'USDC, quand ils ont entendu que Circle, donc la société qui émet les USDC, avait une partie des réserves dans la banque Silicon Valley, eh bien évidemment les investisseurs ont commencé à paniquer, ils se sont dit mais il y aura une partie qui va être complètement bloquée, qui va être gelée. Tout le monde s'est dit mais alors il y a 10%, l'USDC n'a plus toutes ses réserves, elle n'a plus accès à toutes ses réserves, c'est-à-dire que si toutes les personnes décidaient en théorie de revendre, il y a une partie des personnes qui ne pourraient pas recevoir leur équivalent en dollars. C'est la catastrophe, il faut vendre. Et donc, les investisseurs et les traders sont prêts, en fait, dans l'imaginaire que ça va complètement être un gros collapse, sont prêts, en fait, à vendre des USDC moins cher qu'au prix du marché pour s'en liquider. C'est-à-dire qu'ils se disent, je préfère perdre 2-3% plutôt que me retrouver avec 0%. C'est vraiment ce qui s'est passé avec l'USDC dernièrement quand on a vu le dépeg pendant 2 jours. Et donc, vous voyez bien ici avec cette histoire-là que quand il n'y a plus confiance, eh bien, c'est déjà le début, en fait, de la perte de valeur. Et d'ailleurs, l'USDC, ça s'est remis en ordre, en fait. Il a retrouvé son peg précisément quand il a redonné confiance aux investisseurs, quand ils ont su qu'il y avait un plan de sauvetage, etc., etc. Donc, la confiance, elle est centrale dans la valeur d'une monnaie. Ça, faut vraiment le savoir. Même si ça paraît, c'est super subjectif, c'est vrai, hein, que c'est impalpable ou quoi, c'est un sentiment en fait, mais il a des grandes répercussions, notamment sur les stablecoins et sur la perte de valeur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un stablecoin, même si on vous dit que c'est adossé sur un actif tangible type monnaie fiduciaire dollar, eh bien c'est quand même soumis à la loi de l'offre et la demande, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est sur des plateformes d'échange, eh bien ça suit l'offre et la demande, encore une fois, je me répète, je suis désolée. Donc ça, c'était l'un des plus gros problèmes qui explique en fait le dépeg des stablecoins, comme on a vu dernièrement. Donc la SEC, l'un des 2 gendarmes de la bourse américaine, nous annonce que il dit aux investisseurs crypto de faire attention au marché, parce que c'est un marché dangereux. Je pense qu'en ce moment, et là pour le coup, je donne pas de conseils, mais je pense qu'en ce moment ils ont d'autres problèmes, les marchés. Je crois que, et on va le voir
voir ce week-end dans le coaching, tous les indicateurs sont dans le rouge à tous les niveaux. Donc c'est intéressant de voir que, je sais pas, une fois de plus, j'ai le sentiment que le focus va bientôt switcher des cryptos vers les marchés traditionnels. C'est déjà le cas. Coinbase de son côté a reçu un avis de la SEC, l'autorité des marchés aux États-Unis. Alors il n'y a aucune enquête qui a vraiment été ouverte pour le moment, mais violation possible de certaines lois au sujet des valeurs mobilières. Et d'ailleurs Coinbase a même demandé à la SEC, ils ont fait la démarche pour leur demander si c'était ok au niveau de son stacking, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, histoire d'être dans les clous, tu vois. Stacking, c'est quand tu reçois une rémunération pour les cryptos que tu immobilises. La SEC, elle s'est dit, alors Coinbase, stacking, c'est quoi stacking? Attendez, je vais demander à mon patron. Coinbase demande là le stacking, la loi, tout ça. Je dis quoi? Ne dis pas à Coinbase qu'on n'en sait rien. Et je dis quoi alors? Je leur dis que c'est louche et qu'on va enquêter. C'est pas clair. Comment on sait que c'est pas clair si on sait pas ce que c'est? Donc je leur dis qu'on va enquêter sur un truc qu'on sait pas ce que. Ah d'accord, je dis pas qu'on sait pas ce que c'est. D'accord. Tu leur dis ce que je t'ai dit. T'apprends les trucs, moi. Tu réfléchis trop, jeune padawan. Donc Coinbase, on va faire une petite enquête, tout ça, parce que ça me semble un petit peu louche, là. Ouais, je sais que vous posez la question en tout bien, tout honneur, mais non, ça sent pas bon, tout ça. Il était une fois deux nations qui dominaient outrageusement l'économie mondiale. Deux puissances militaires de premier rang, également championnes du soft power. L'une, leader de l'Occident, première démocratie au monde, le concept de liberté individuelle chevillé au corps, terre de pionniers, d'opportunités et paradis de l'entrepreneuriat. L'autre, civilisation très ancienne, façonnée par le confucianisme, le taoïsme ou le bouddhisme, longtemps dirigée par des dynasties successives d'empereurs. Une nation désormais autoritaire, mais qui, pragmatique, a su troquer économie planifiée pour économie socialiste de marché, afin de se moderniser et de rattraper son retard sur les puissances occidentales. Deux titans, chacun pourvu d'un territoire gigantesque que tout oppose, mais qui par la force des choses apprennent à cohabiter depuis plus de 70 ans et à se partager notre planète. Ou depuis peu, le cosmos. Deux pays rivaux qui se jaugent, confrontant leurs modèles économiques et leur vision du monde, perpétuellement en lutte pour occuper ou garder la place de première puissance mondiale. Mais dépendant technologiquement et économiquement l'un de l'autre. Découvrons maintenant quelles sont les conséquences de ce conflit commercial à grande échelle pour leurs économies respectives et pour les autres économies. Existerait-il une alternative pour nous, Européens, au « vous êtes avec nous ou contre nous » formule manichéenne chère à George W. Bush. Aujourd'hui, nous vous racontons la guerre économique bien réelle qui sévit entre les États-Unis et la Chine. Alors, il faut savoir que là, on va avoir une semaine un petit peu plus calme. Autant la semaine passée a été bien remplie, on y reviendra tout à l'heure, mais voilà, avec les résultats du FOMC. Là, cette semaine, ça va être plus tranquille. On aura en fait des résultats qui vont être intéressants, notamment pour nous Européens, mais qui n'auront pas forcément autant d'impact sur l'ensemble des marchés. Alors demain, le principal rendez-vous pour nous Français, ça va être à 11h, les demandeurs d'emploi, et puis l'après-midi, on aura deux discours des membres de la Banque Centrale Européenne. On aura un gouverneur aussi du Royaume-Uni qui va s'exprimer en fin de journée, mais pas forcément hyper important. Mardi, une journée un petit peu plus remplie quand même en termes de résultats, mais pas forcément grand chose aussi de très important. On aura un discours de Christine Lagarde à 14h15 pour donc la présidente de la BCE. Sinon, pas forcément grand chose d'important. Mercredi, là, ça sera peut-être la journée la plus importante de la semaine, avec à 8h la réunion de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Donc ça va être intéressant. Très intéressant à surveiller. On aura l'après-midi les stocks de pétrole brut et d'essence aux États-Unis et on terminera la journée avec quelques petits discours. Jeudi, là, une journée bien remplie. On aura pas mal de résultats d'inflation dans certains pays d'Europe. On aura le bulletin économique de la Banque Centrale Européenne. Et surtout, à 13h30 jeudi, on aura le PIB américain, les résultats du PIB américain enchaînés directement avec les inscriptions hebdomadaires au chômage. Alors malheureusement, je ne pourrai pas être en live avec vous jeudi, tout simplement parce que j'ai l'état des lieux de mon autre appartement à 14h, donc je pourrais pas être en live à ce moment-là avec vous.
malheureusement. Et en plus, je partirai à Paris dans la foulée, puisque vendredi, on sera, moi et Sandro et Nico, donc les deux collègues à moi qui sont dans l'équipe Blockchain Capital, que vous connaissez, que vous avez déjà vu sur mes lives. On sera au salon de l'analyse technique et des prévisions boursières et des crypto-monnaies. C'est un gros salon à Paris. Donc voilà, je vous ferai des petites stories Insta. Je pense qu'il y aura un petit vlog aussi de cette journée. Donc voilà, mais jeudi, journée très importante. Et on terminera vendredi avec une journée là aussi bien remplie. Résultat du PIB au Royaume-Uni. Donc là, pour ceux qui vont trader le Forex, ça va être intéressant. Inflation en Union Européenne. Et puis l'après-midi, le PCE Core, donc indice des prix à la consommation des ménages. Donc vous voyez que en fait on va avoir une semaine qui va être plus légère, mais quand même avec des résultats en fin de semaine qui vont être importants. C'est vrai que je n'avais pas forcément vu qu'on avait ça vendredi, je l'avais pas vu tout à l'heure. Donc voilà, une semaine quand même qui va être plutôt costaud, plutôt intéressante, même si évidemment elle le sera moins que les précédentes. Allez, on rentre maintenant dans le vif du sujet avec le graphique du Bitcoin en hebdomadaire. On va se recadrer un petit peu les niveaux importants au niveau du moyen terme, long terme. Toujours bien de faire ce petit travail avant de descendre sur des plus petites unités de temps. Donc au niveau de ce qui s'est passé cette semaine, pas trop de volatilité. Hein, vous voyez, on a une mèche basse à 26 700 $, je vais y arriver, et une mèche haute à 29 500 $. Donc c'est plutôt une semaine baissière si on clôture dans l'état, puisque l'ouverture s'est effectuée la semaine précédente à 28 000 $. Mais voilà, comme vous voyez, ça reste très léger. Donc honnêtement, là c'est un petit doji si on clôture dans l'état, donc ça sera demain soir la clôture, dimanche. Je sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo, peut-être que vous la verrez dimanche matin, donc ça sera ce soir pour vous. Mais en tout cas, au niveau de la dynamique, on est toujours bien haussier sur l'hebdomadaire. Rien à rajouter avec cette clôture, hein. C'est juste une petite bougie, une bougie de temporisation. On voit qu'au niveau des résistances, on a forcément ce niveau psychologique des 30 000 qui est tout proche, donc voilà, ça ralentit un petit peu. Les 28 000 pour ceux qui ont suivi, c'est tout simplement les 38% de retracement de ce top-ci, je me trompe. Voilà, vous voyez, on est pile sur les 0,382 de Fibonacci. Donc voilà, comme par hasard, comme par magie, ça temporise. Et d'ailleurs, si vous regardez la clôture de la semaine précédente, on a vraiment clôturé pile en dessous. Donc voilà, un petit peu de résistance qui se trouve sur ce niveau-ci, mais pour l'instant, y a pas, voilà, on n'est pas du tout redevenu baissier et on peut toujours imaginer des targets plus hautes, notamment je vais passer sur mon graphique de mon bac pour vous montrer. On a donc ici 0,382, on est dessus, mais on a le 0,382 de l'entièreté de ce mouvement, donc 70 000 jusqu'à 15 000, jusqu'au point bas 15 000 et quelques, qui est ici donc à 36 000 $. Ça sera un niveau, je pense, vraiment très pivot, encore plus pivot qu'ici, puisque c'est vraiment l'entièreté de ce mouvement, si on retrace, voilà. Et si on poursuit dans une dynamique baissière, c'est clairement ce niveau qui peut être qu'on peut venir chercher, donc attention à ce niveau-ci. Et ensuite on aura là beaucoup plus haut les 0,78, 0,586 qui débutent aux alentours des 49 000 $. On va juste regarder rapidement sur Ishimoku, vous allez voir que on a bien fait une rupture dans le Kumo et on est en train de se stabiliser dans le Kumo sans une réintégration. Et on voit qu'on est plutôt au niveau de la LS, de la lagging span, assez large pour une continuité d'évolution, donc on pourrait très bien évoluer dans ce Kumo pendant un certain temps, faire quelque chose de ce style-là, dans lequel on pourrait justement ranger pendant un certain temps, avant de pouvoir retrouver une sortie plus tard, forcément, et derrière sortir du Kumo à la hausse. Donc on est assez large au niveau d'Ishimoku, au niveau des résistances structurelles, on est plutôt large aussi, dans le chartiste classique, on a bien fait notre rupture ici haussière, donc on est bien dans quelque chose où on va potentiellement attendre un pullback pour pouvoir repartir. Donc on a un nouvel appel de prix qui pourrait être un appel de prix dans les 25 100, quelque chose qui serait cohérent. Donc au niveau du Bitcoin, c'est vrai que Bitcoin est très réactif par rapport au fait des liquidités. Alors pour moi, là on a quelque chose un petit peu de similaire à ici. Hop. Alors, il a en quelque sorte front-run, c'est-à-dire qu'il a devancé la fin du QT un petit peu comme ici, et ici aussi la fin de cycle économique, il a un petit peu devancé légèrement le Bitcoin, parce que si on compare par exemple, il y a un petit peu le même phénomène. Alors là, j'ai rajouté le bilan de la Fed, juste pour information. L'échelle, on va mettre l'échelle à gauche. Voilà. Donc là, vous voyez ici, on a eu une augmentation on a eu la fin du QT qui s'est produit ici, et donc le marché a très bien réagi. Le QT, c'est le resserrement, le quantitative tightening, c'est un resserrement aussi, une contraction de liquidité, un programme de la Fed qui fait en sorte à retirer en quelque sorte des liquidités du marché, du système financier. Et donc là, on arrivait vers la fin du QT, et donc le Bitcoin a
anticipé un petit peu ce mouvement-là. Et là, c'est un petit peu la même chose puisque là, on a injecté en quelque sorte, enfin, ça augmente, c'est pas une injection claire, mais on a le bilan de la Fed a quand même augmenté, ce qui fait que le Bitcoin a été très réactif par rapport à ça. Donc maintenant, quand on compare par rapport à ici, c'est vrai que ça laisse, il y a plus de chances à ce que le bottom soit un peu plus rentré maintenant par rapport, puisque plus on avance, plus il y a des informations. Et donc là, il y a plus de chances que le bottom soit un peu plus dans ces niveaux-là. Alors peut-être qu'il peut avoir un retest comme un petit peu en 2020 si on va pricer une récession. Mais cependant, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que quand il y a des grandes injections comme ça, c'est que le Bitcoin réagit positivement, puisque bien évidemment, il a été conçu en même temps que ce programme-là en 2009. Donc le programme injection et retrait des liquidités. Donc quand on retire le Bitcoin réagit négativement. Donc là, comme vous pouvez voir, dès qu'on retire le Bitcoin réagit très négativement. Et quand on injecte, alors on injecte beaucoup. Là, on a injecté légèrement. Hein, on n'est pas encore sur un truc de fou. Normal puisqu'on n'a pas encore vraiment de récession, mais les conséquences des hausses des taux vont arriver. Mais quand on injecte beaucoup, c'est quelque chose de positif à terme pour le Bitcoin. Mais quand on parle d'injection, c'est vraiment genre beaucoup là, c'est pas genre le petit truc comme ça, quoi. On va passer à Glassnode. Glassnode, donc le on-chain, on va regarder principalement BTC et on va regarder principalement les favoris, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on aime bien regarder d'habitude. Ici, vous le voyez sur le Rodel ratio, qui est plus ou moins un indicateur de bottom quand on est dans le vert et de top quand on est dans le rouge. Eh bien, on ressort effectivement de la zone verte. Donc, on en était déjà ressorti une fois ici, donc c'est pas la première fois que ça arrive. En tout cas, il nous a déjà donné un faux signal, alors que c'était pas le cas dans le passé. Vous voyez qu'on n'était jamais sorti de la zone verte sans la réintégrer, à part peut-être un tout petit peu ici. Mais en tout cas, on peut peut-être dire ici que effectivement bottom est trouvé. En tout cas, on a pas mal d'indicateurs dans ce sens-là. Ici, intéressant aussi, et vous voyez que c'est on ne l'avait pas fait, depuis un certain temps. On repasse dans l'optimisme ici sur le NUPL. Donc c'est le Net Unrealized Profit and Loss, c'est-à-dire tous ceux qui ont des coins mais qui ne les ont pas vendus par rapport à leur coût de revient, combien sont en perte, combien sont en gain globalement d'une certaine manière. Et donc du coup ceux qui n'ont pas vendu, encore une fois, ceux qui ont holdé, là on repasse à un niveau d'optimisme. Et vous voyez également que alors ça peut arriver, en tout cas quand on va dans le rouge, c'est assez rare qu'on touche l'optimisme plusieurs fois. On peut revenir effectivement dans la peur, mais on n'est jamais à ce stade revenu dans le rouge. Bon, sauf à dire ici, mais 2019, il y avait eu quand même un joli rallye. Mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais du coup, à chaque fois qu'on a des vrais bear markets où on touche très fort dans le rouge, d'ailleurs, on pourrait peut-être voir même une forme de trend ici, et bien, à chaque fois qu'on en a, et ben, à ce moment-là, on a parfois des faux signaux et on va parfois dans le hope, donc dans l'espoir. Et puis ensuite on redescend, encore que même pas vraiment, hein. On peut voir ici, ça avait été assez incisif sur les autres marchés. Si on met à part 2019, ça avait été assez incisif. Donc là pour le coup, vous le voyez, on était revenu dans le hope et pourtant on est repassé dans le rouge. Donc je vous dis ici n'importe quoi. Mais en tout cas, quand on sort du rouge pour passer dans l'orange et arriver dans le jaune, il est assez rare que derrière on ne repasse pas par le vert avant d'aller revisiter le rouge. Voilà, c'est ça. J'espère que c'était clair ce que j'ai dit, mais voilà. Autre question d'actualité, Daniel. Qu'est-ce que tu penses des ordinals ? Alors, je suis un peu clivé. Je crois que je dis, je vais me fâcher avec des gens, mais je vais quand même le dire. J'ai une fascination pour les choses simples. Les gens qui travaillent avec moi savent que je suis fasciné pour les choses simples. Si on peut faire quelque chose de simple, faisons-le simple. La complexité pour se faire plaisir ou la complexité pour imaginer pallier à des problèmes imaginaires est une religion que je n'adopte pas. Donc je suis vraiment pour les choses très simples et Bitcoin m'avait fasciné sur le fait que c'est simple. Il y avait même une citation de Fono qui disait « Vous trouvez que c'est simple, mais personne n'a jamais dit que ça devait être compliqué ». On n'a pas besoin de faire des choses compliquées pour résoudre des problèmes qui sont des problèmes compliqués. C'est un paradoxe, mais c'est ça. C'est pas parce que le problème est compliqué que la solution doit être compliquée. Et en fait, Bitcoin avait une simplicité qui, pour moi, était extrêmement séduisante. Et il y avait ce fameux Up Return qui permettait de mettre des commentaires qui avaient été utilisés pour Satoshi, justement, avec le petit clin d'œil là sur ce journal du Times, c'était pour faire un petit pied de nez à qui il faut. Et voilà, c'était un petit espace qui permettait, on va dire, de mettre des commentaires à des transactions et permettait de colorer des tokens.
Pour rappel, on parle du premier bloc qui a été validé par Satoshi le 3 janvier 2009, où dedans il met le titre du Times. Ouais, il y avait le titre du Times en disant que le gouvernement rend fou les banques ou des choses comme ça, qui était en fait une espèce de dire voilà le premier bloc, voilà pourquoi j'ai créé ça. Et en fait, ça souligne son génie politique, entre autres choses. Hein. Parce qu'en fait, il donne une raison d'être à sa création, ce qui n'est pas toujours le cas. Une raison d'être très, très humaniste. Voilà. Et d'ailleurs, pourquoi c'est des raisons d'être qui sont très humanistes? Parce que, comme j'avais dit tout à l'heure pour l'écosystème, l'objectif de la politique est de défendre le faible contre le plus fort. Et de la justice, l'objectif de l'État, c'est ça. Et c'est pas toujours le cas, parce que globalement, Bitcoin et tout ce qu'on a vu là va modifier beaucoup de choses dans l'écosystème. Et en fait, du coup, dans ce petit endroit où on peut mettre des commentaires avec différentes mises à jour, qu'on peut agrandir la taille des blocs et qu'on peut machin, on s'est rendu compte que cet espace de liberté peut être beaucoup plus grand. Et on peut archiver des choses. Il y a d'ailleurs le white paper de Bitcoin qui a été archivé. Il y a le crypto manifesto le crypto anarchiste manifeste qui a été archivé. Donc pour moi, c'est merveilleux que ces choses-là soient archivées. Mais comme on ne peut pas décider ce qui est archivé, parce qu'on ne va pas demander aux mineurs de faire un jugement de valeur sur les données qui sont archivées, tout peut être archivé, y compris réellement des choses immondes, de la pédophilie, tout ce que tu voudras. Et donc, du coup, on tombe sur un problème qui est de se dire, est-ce que dans le registre comptable, le saint registre comptable qui est Bitcoin, est-ce qu'on a le droit de laisser des post-it avec des dessins de fesses dessus? Donc c'est la grande question, parce qu'on va rentrer sur du jugement de valeur. Moi, le technicien que je suis va te dire, non, on réduit ça, le code est censé mettre des commentaires qui sont nécessaires, comme par exemple des espèces de libellés de transactions, ce qui d'un point de vue comptable pourrait être extrêmement utile, et puis c'est tout. On n'est pas censé mettre du jeu vidéo dans Bitcoin. Et si on veut faire du jeu vidéo qui est commité en layer 2, on fait un layer 2 pour ça. Il y a des tas de projets qui bossent sur Bitcoin, contrairement à ce que certaines conférences veulent faire croire. Il y a beaucoup de projets sur Bitcoin qui sont sur du layer 2, qui sont sur du layer 3, qui peuvent être commités avec Bitcoin. Et donc, du coup, inévitablement, on peut imaginer un layer 2 qui va être commité avec Bitcoin, qui va être validé par Bitcoin, mais qui contiendrait plein d'autres choses. Et si je veux protéger Bitcoin en tant que monnaie, je n'ai pas besoin d'avoir un disque dur rempli de photos de chats. Maintenant, deuxième point, qui sommes-nous pour juger ça? Parce qu'en fait, Bitcoin est un projet communautaire. C'est-à-dire que si la majorité des gens veulent pouvoir mettre des post-it dans le registre de Bitcoin, qui sommes-nous pour dire que la majorité des gens a tort? La prochaine news qui est une bien triste histoire, puisque on a le holder de CryptoPunk numéro 685 qui d'ailleurs avait acheté ce CryptoPunk il y a très peu de temps, parce qu'il avait acheté le 13 mars pour 77 ETH. Et figurez-vous qu'il a burn son NFT, donc il l'a perdu. On ne peut plus récupérer un NFT qui est burn. Je vous rappelle que burn, c'est quoi? C'est quand vous envoyez en fait quelque chose sur une adresse sans possibilité de retour. Donc ça s'appelle burn. En fait, le NFT existe toujours sur la blockchain, parce que sur la blockchain, en fait, rien ne disparaît, mais on ne pourra plus jamais le récupérer. Comment c'est possible? En fait, ce mec, qui d'ailleurs avait acquis son NFT en empruntant de l'argent, donc c'était déjà un investissement entre guillemets compliqué, puisque c'était pas son argent à lui, et figurez-vous qu'en fait, il avait conscience qu'on est dans un marché où ça peut être intéressant d'acheter des NFT maintenant, et du coup, en fait, il s'est dit, voilà, j'ai emprunté de l'argent pour acheter mon CryptoPunk, qui coûte assez cher, je vais faire pareil, je vais mettre mon NFT en collatéral pour du coup réemprunter de l'argent et racheter d'autres NFT pour faire un effet boule de neige. Le problème, c'est du coup, si tout baisse, il perd tout, c'est un truc vraiment high risk, high reward, mais pourquoi pas, c'est possible. Sachez que, en fait, par exemple, des plateformes vous proposent de le faire, entre guillemets, toute clé en main. Par exemple, c'est le cas de la plateforme X2Y2, une grosse place de marché NFT. En gros, vous allez ici sur Loan, et puis vous pouvez en fait emprunter. Donc ici, vous empruntez de l'argent, par exemple, vous sélectionnez un NFT. On va dire, je sélectionne un Mocaverse, et là, je pourrais emprunter, 0,44 ETH avec différentes conditions. Et en fait, la plateforme va vous générer un NFT qui est enveloppé et qui est équivalent en fait à votre vrai NFT au niveau de la valeur. Et en fait, c'est comme si vous aviez entre guillemets un coupon de prêt, et le jour où vous voulez rembourser votre prêt, vous rendez ce coupon-là et on vous rend votre vrai NFT, ok? Ça, c'est la plateforme qui permet de faire tout ça. Sauf que du coup, lui, ce monsieur-là, avec son CryptoPunk, en fait, il a voulu passer par une plateforme pour le faire tout seul et pour envelopper son NFT tout seul et faire, entre guillemets, le truc en mode décomposé. Et le truc, c'est qu'en fait, il s'est gouré. Apparemment, il a suivi le tuto de la plateforme, mais en fait, ça a burn directement son NFT au lieu de l'envelopper, au lieu de le wrapped. Du coup, c'est la merde, donc super triste pour lui. Et a priori, en plus, vu que c'était un mec qui avait pas forcément beaucoup d'argent, vu qu'il avait déjà emprunté de l'argent, c'est encore plus compliqué. Donc une sale histoire, donc vraiment faites très attention à vous. Allez lire l'article si vous voulez pour en savoir plus. Je vous répète aussi bien sûr que tout ce dont je parle dans les vidéos, ce ne sont jamais des conseils d'investissement, ce sont juste des news, et après c'est à vous de dig en fait, de faire vos propres recherches. On appelle ça DYOR, D-Y-O-R, et puis en fin de compte de savoir si vous voulez investir votre temps ou votre argent dans les différents projets que je présente. Chaque fois que le grand public entend parler de NFT, c'est inévitablement pour parler de spéculation. Donc forcément, c'est ce que les gens retiennent
et quand ces gens sont des créateurs de contenu, c'est aussi ce qu'ils répètent à leur audience. Mais l'objectif des NFT dans un jeu n'est pas de permettre aux joueurs de faire du bénéfice et de spéculer, mais de le rendre propriétaire de ce qu'ils possèdent. T'as acheté ou gagné ce skin ? Il est à toi, t'en fais ce que tu veux, tu peux le garder, le donner, le prêter, le vendre, peu importe, tout comme n'importe quel objet physique. Et quand je parle de vendre, je ne parle même pas de vendre pour faire du bénéfice. Ce t-shirt par exemple, je l'ai acheté parce qu'il me plaisait, pour 10 € admettons, mais si demain il me plaît plus, au lieu qu'il reste dans mon armoire, je peux le donner à mon petit frère ou le revendre pour 4 ou 5 € par exemple. Dans tous les cas, je serais bien plus gagnant que s'il restait dans mon armoire à prendre la poussière. Eh bien les NFT appliqués au skin, c'est la même chose. Si vous ne vous servez plus d'un skin, vendez-le même à perte, on s'en fout. C'est toujours mieux que de le laisser moisir dans votre inventaire et ça vous aidera à payer votre prochain jeu. Ou alors donnez-le à votre petit frère en échange de ses remerciements. Ou pas si c'est un petit con ingrat. Après je vous mentirais si je vous disais que la spéculation n'existait pas sur ce marché. Évidemment qu'il va y avoir des gens qui vont acheter des skins dans le seul but de les revendre plus cher. C'est la même chose pour les vêtements et pour plein d'autres objets physiques. Mais je vais vous expliquer pourquoi ça ne change rien pour vous. Actuellement, si vous ratez un skin dans un Battle Pass par exemple, eh bien vous ne pourrez plus jamais l'avoir, on est d'accord. Et jusqu'à maintenant, ça n'a jamais posé de problème à personne. Avec des NFT, soit quelqu'un sera prêt à vous le vendre pour un prix qui vous convient et vous pourrez l'avoir, soit les gens le vendront à un prix trop élevé pour vous et vous ne l'aurez pas, comme c'est déjà le cas actuellement en fait. Donc au pire, ça ne change rien, et au mieux, ça vous offre une possibilité supplémentaire, tout en permettant à un autre joueur de récupérer un petit peu d'argent et au développeur de récupérer une commission sur la transaction. C'est vraiment un trio gagnant. Tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes ? Fais-le moi savoir en commentaire.